Un Kruger hante les nuits de Vladimir Poutine et de l'état-major russe. Non, ce n'est pas la dernière incarnation de Freddy Krueger, le terrifiant antagoniste de la franchise de films d'horreur Les Griffes de la Nuit. Et même s'il ne s'agit pas d'un gant fait de couteau, c'est quelque chose qui peut trancher tout aussi profondément dans les attaques russes. Le Kruger 100 et sa version 100 XR sont des systèmes anti-drones suédois innovants, conçus pour résoudre deux grands défis de la guerre anti-drone, le coût et l'évolutivité. En résolvant cette équation, il pourrait transformer la situation sur les champs de bataille de l'Est de l'Ukraine au profit de l'Ukraine, et renforcer les défenses anti-drones européennes. Examinons de plus près le système Kruger et son impact sur la bataille évolutive entre drones et systèmes anti-drones en Ukraine et ailleurs. Le Kruger 100 est un intercepteur de drones légers à batterie pour usages militaires et civils. La start-up suédoise Nordic Air Defense l'a présenté fin mars 2025. En Ukraine, les drones sont classés en 5 groupes selon taille, poids, portée et rôle. Les drones groupe 1 pèsent moins de 9 kg au vol, jusqu'à 365 mètres d'altitude et à moins de 185 km/h. Ces petits drones paratétournes portables sont généralement utilisés par de petites unités pour la reconnaissance et la surveillance à courte portée, car leur petite taille et leur faible niveau sonore les rendent difficiles à détecter. Les drones du groupe 2 sont les suivants en petite taille. Ils pèsent entre 9,5 et 25 kg, atteignent 1070 mètres d'altitude et 250 nœuds, 460 km/h de vitesse maximale. Ces drones tactiques de moyenne portée offrent une endurance prolongée et une capacité d'emport supérieure à celle des drones du groupe 1. Ainsi, ils sont capables d'agir comme des drones kamikazes ou d'assurer une surveillance persistante près des installations militaires ou dans les zones urbaines, et sont fréquemment utilisés pour la surveillance des frontières et le suivi du champ de bataille. Les drones du groupe 3 sont bien plus lourds que ceux des groupes 1 et 2, atteignant 600 kg. Bien que leur vitesse maximale soit similaire, atteignant jusqu'à 250 nœuds, ils peuvent opérer à des altitudes beaucoup plus élevées, jusqu'à 18 000 pieds. Leur plus grande taille permet d'emporter capteurs et armes plus lourds. On les trouve souvent en service au bataillon ou à la brigade, pas seulement dans des unités individuelles. Ainsi, dans ce contexte dangereux, le Kruger 100 et le Kruger 100 XR ont été conçus pour contrer les drones des groupes 1 à 3. Deux autres catégories pour les grands drones, groupes 4 et 5 différenciés surtout par leurs altitudes d'opération. Les deux types pèsent plus de 600 kg et peuvent fonctionner à des vitesses plus élevées. Cependant, les drones de type groupe 4 opèrent à des altitudes allant jusqu'à 18 000 pieds, tandis que les drones du groupe 5 opèrent au-dessus de ce niveau. Les drones de groupe 4 volant plus bas incluent le MQ, un Predator américain. Il opère souvent avec une piste, transporte des capteurs avancés ou des armes, et s'intègre à des systèmes de commandement plus vastes. Les drones du groupe 5, qui incluent le RQ-4 Global Hawk, le MQ-4C, Triton et le RQ-180 des États-Unis, sont des plateformes à haute altitude et longue endurance, offrant une surveillance stratégique et une capacité de frappe mondiale. Leur capacité à opérer à haute altitude signifie qu'ils peuvent évoluer dans l'espace aérien contrôlé, fournir une surveillance persistante sur de vastes zones et soutenir le renseignement au niveau national. Deux autres drones russes dans la ligne de mire de Kruger sont le drone de reconnaissance Orlandis qui pose problème, et le gérant de fabrication russe, des équivalents de la munition rôdeuse iranienne Shahed 136. L'Orlandix est un drone clé russe, largement utilisé pour la reconnaissance, le réglage d'artillerie et la guerre électronique. Avec ses 18 kg et une altitude maximale de 5000 mètres, il se situe entre les groupes 2 et 3 de drones, les bombardements russes de drones, d'artillerie et de bombes planantes, bombes aériennes de fabrication sur les positions ukrainiennes en première ligne, sont rendus possibles en grande partie grâce à la présence de ces drones. Selon Karl Rossander, président-directeur général de Nordic Air Defense, les drones les plus dangereux sur le champ de bataille ne sont pas ceux qui larguent des bombes, mais ceux transmettant les coordonnées système de positionnement global pour l'artillerie. Nous avons besoin de solutions rapides et abordables pour les neutraliser. Le Gérant 2 est, bien sûr, l'arme principale utilisée lors des frappes nocturnes à longue distance de la Russie à l'intérieur de l'Ukraine. C'est une munition rôdeuse, souvent comparée à un missile de croisière pour son attaque à sens unique plutôt qu'à un drone. Cependant, il répond aux critères d'un drone groupe 3, grâce à son poids, jusqu'à 200 kg, et son altitude de croisière entre 60 et 4000 mètres. En Ukraine, la plupart des drones vus à la première personne système de positionnement global et fibre optique utilisés par l'Ukraine et la Russie sont du groupe 1A.
Bien qu'ils aient un fort impact tactique, ils dépassent rarement 9 kg et pèsent souvent bien moins, même avec 4,5 kg de charge utile. Ils volent généralement sous 370 mètres d'altitude et à moins de 185 km/h. Les variantes russes quant à fibre optique, comme le Knis, le Vandal et l'Ovgorodsky russe, ont une portée supérieure à celle des drones standards de type groupe 1 allant de Vingt à 145 km ou plus. Leur limite de poids et d'altitude étant conforme au groupe 1, ils sont considérés comme un sous-ensemble spécial de ce groupe, et non dans une catégorie supérieure. Les drones vus à la première personne ukrainiens sont depuis longtemps une véritable épine dans le pied des Russes sur les lignes de front. On estime que près des 2/3 des 3000 à 4000 chars russes perdus lors de la guerre l'ont été à cause de ces drones vus à la première personne abordables. Grâce à sa capacité industrielle et à ses liens étroits avec la Chine, la Russie a rattrapé l'Ukraine dans la production de drones vus à la première personne standard. Elle possède aussi un avantage notable dans les drones à fibre optique, qu'elle a inventé. Cet écart devrait s'accentuer. En août, la Chine a envoyé 528 000 km de câbles bois à la Russie, contre seulement 116 km à l'Ukraine, soit un ratio de 4556 à 1. La multiplication des drones pose un problème majeur à l'Ukraine, car ils sont impossibles à abattre. En recourant à des systèmes de guerre électroniques classiques, brouillant les signaux des drones vus à la première personne. Comme nous le verrons, le système Kruger propose une solution potentiellement révolutionnaire. Il est certain que l'Ukraine dispose d'un réseau de défense anti-drone à plusieurs niveaux, varié et efficace pour lutter contre ces drones, et rapporte régulièrement avoir abattu 90% ou plus des essaims de gérants russes. Le problème, c'est que ces solutions sont souvent totalement intenables sur le plan économique, et c'est l'un des principaux problèmes que le système Kruger cherche à résoudre. Les drones vus à la première personne classique et ceux à fibre optique coûtent entre quelques centaines et quelques milliers de dollars. Comme la Russie l'a découvert, il est totalement intenable de perdre des chars, des véhicules blindés, des systèmes de défense aérienne et autres équipements valant plusieurs millions de dollars face à des armes qui ne coûtent qu'une fraction de ce prix. Cependant, l'inverse est tout aussi vrai. Il devient rapidement intenable d'abattre des drones bon marché avec des armes anti-drones qui coûtent dans des ordres de grandeur plus chers et prennent beaucoup plus de temps à fabriquer que les drones attaquants. Les drones Guéran sont estimés coûter entre 10 000 et 30 000 dollars chacun, même si 9 sur 10 sont détruits lors des raids nocturnes russes. Un drone Guéran frappant un transformateur, un dépôt de gaz ou une raffinerie en Ukraine peut coûter des millions au pays. Tous les années 10 sont estimés entre 87 000 et 120 000 dollars l'unité. Les systèmes de défense occidentaux, comme les Patriot, Vampire américains et l'Infrared Imaging System, Tail by Thrust, Vector Controlled allemand, se sont montrés très efficaces pour détruire ces cibles, les tondeuses volantes relativement lentes, comme les Guérans sont devenus, en Ukraine, un surnom peu affectueux. Cependant, il n'y a qu'un nombre limité de systèmes et de missiles intercepteurs disponibles pour ces systèmes, et ils coûtent quand une petite fortune comparé au prix des drones qu'ils abattent. Un intercepteur Infrared Imaging System, Tail Thrust, Vector Controlled, coûte environ 450 000 dollars contre 37 millions, pour un missile Patriot Pack 3. Même un seul missile Stinger porté à l'épaule coûte environ 480 000 dollars. Ceux-ci restent abordables, comparés aux 127 millions de dollars d'un missile intercepteur THAAD, le meilleur système actuel. Mais malgré tout, il n'est tout simplement pas envisageable d'utiliser l'un de ces systèmes pour faire face chaque nuit à des essaims continus de 100 à 500 gérants. Actuellement, seuls 500 missiles Pack 3 sont produits par an, mais Lockheed Martin prévoit d'augmenter la production à 2000 par an, face à la demande croissante. Les taux de production exacts pour l'Infrared Imaging System, Tail, Thrust, Vector Controlled et le Vampire ne sont pas clairs, mais on pense qu'ils se situent dans la fourchette de plusieurs centaines de missiles par an. La Russie produirait environ 6000 gérants par mois, faisant chuter leur coût moyen de 20 000 à 7 000 dollars l'unité. Elle fabrique aussi près de 100 Orlandis, et entre 50 000 et 170 000 drones vus à la première personne et à fibre optique chaque mois. L'Ukraine épuiserait en quelques semaines tous les missiles intercepteurs occidentaux coûteux, et même en abattant chaque drone, ils continueraient probablement d'arriver. Ces solutions haut de gamme sont efficaces mais peu durables. Selon le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, il est inacceptable d'utiliser des missiles valant jusqu'à 1 million de dollars pour détruire des drones coûtant seulement 1000 ou 2000 dollars. C'est pourquoi, en Ukraine et ailleurs, l'attention s'est portée sur les systèmes anti-drones. Beaucoup moins chers, plus faciles à produire en masse, et moins dépendants de la Chine pour leurs composants. Le Kruger 100
et le 100 XR remplissait parfaitement ces trois critères. La version originale 100 est un mini-missile à faible coût, qui utilise la force cinétique pour neutraliser les drones au lieu d'une explosion. Il traque les drones hostiles avec des capteurs infrarouges et les percute rapidement, offrant ainsi une sécurité accrue en zone civile, contrairement aux projectiles explosifs. La version XR offre une portée et un vol stationnaire plus long, un chercheur thermique et une ogive. Mais elle repose sur les mêmes principes et offre les mêmes avantages de base que l'original. Le premier de ces avantages, c'est le coût. À un prix anticipé de moins de 5000 $ par missile, le Kruger renverse complètement l'équation économique de l'interception des Gérin et des Orlandix. On peut fabriquer une ou deux douzaines de ces mini-missiles pour le prix d'un Gérant ou Orlandix. À ce prix, il reste moins rentable que les drones vus à la première personne russe, coûtant entre 30 000 et 650 $. Les drones russes, à fibre optique, coûteraient entre 1000 et 2000 $ chacun, en raison du coût élevé du câble à fibre optique et des bobines utilisées lors du vol du drone. Cependant, 5000 $ reste nettement moins cher que 450 000 $ pour un missile Vampire. Abattre le drone pour sauver un char de plusieurs millions en vaut largement la peine. Surtout sachant que, contrairement aux missiles intercepteurs, Nordic Air Defense sera bientôt produit en masse. Le coût relativement bas des mini-missiles et la capacité d'en augmenter rapidement la production sont en grande partie dus aux caractéristiques de conception unique du Kruger 100. Les intercepteurs traditionnels dépendent fortement de composants matériels comme les capteurs embarqués, les caméras et les systèmes de propulsion tels que les moteurs à carburant qui sont lourds et peuvent coûter cher. Beaucoup de ces composants sont surtout fabriqués en Chine, qui devient de plus en plus belliqueuse concernant leur fourniture à des fins militaires ou duales, aux nations occidentales, et surtout à l'Ukraine. Le Kruger utilise une propulsion pulsée et un contrôle logiciel pour suivre et intercepter les cibles. Contrairement aux moteurs à réaction traditionnels, le système de propulsion du Kruger est entièrement électrique, alimenté par batterie et entraîné par une hélice montée à l'arrière. Cette configuration module précisément la puissance, offrant de brèves poussées intenses, qui imitent la propulsion pulsée tout en gardant un design simple et léger. Le moteur alimenté par batterie génère une puissance suffisante pour propulser l'intercepteur à des vitesses dépassant 270 km/h dans les configurations civiles, avec des vitesses plus élevées atteignables dans les variantes militaires. Cette architecture de propulsion électrique réduit considérablement les besoins de maintenance et les coûts de production, rendant le Kruger idéal pour un déploiement rapide et à grande échelle contre les menaces de drones, tout en restant très maniable et réactif grâce à son contrôle logiciel. La deuxième caractéristique qui rend le système Kruger abordable, évolutif et relativement à l'épreuve de la Chine est son architecture centrée sur le logiciel, qui élimine une grande partie du matériel conventionnel utilisé dans les systèmes traditionnels. Le système remplace les composants mécaniques coûteux à entretenir par des algorithmes de contrôle aéronautique guidant l'intercepteur via une aérodynamique contrôlée. La version 100 comprend un système de suivi infrarouge capable de fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans des conditions météorologiques variées, y compris à travers la couverture nuageuse et la nuit. Comme indiqué, le nouveau XR possède aussi un chercheur thermique. De plus, le système est modulaire, ce qui signifie qu'il peut être adapté à des charges utiles, spécifiques à la mission, et à des configurations de lanceurs adaptées à l'environnement opérationnel particulier. Les images conceptuelles présentées par Nordic Air Defense montrent que les missiles peuvent être lancés de plusieurs façons, à partir d'un canon portatif, d'un dispositif ressemblant à un fusil, de caisses de lancement contenant des projectiles, ou même de systèmes montés sur véhicules. Cette polyvalence et flexibilité seront sans doute bien accueillies par les forces ukrainiennes, sur le front et à l'arrière, pour défendre les infrastructures critiques contre les essaims de Gérant. Ils auront des milliers de petits intercepteurs intelligents au lieu d'une seule bulle de capteurs et de missiles sophistiqués. Ceux-ci peuvent être déployés en masse de différentes manières, à travers un secteur et mis à jour via un logiciel du jour au lendemain. La logique de guidage et d'interception dépend d'un code actualisable à distance, non de la machine elle-même. Le Kruger est ainsi plus adaptable et robuste que de nombreux homologues anti-drones plus chers. La guerre en Ukraine est un jeu du chat et de la souris, chaque camp lançant des contre-mesures face aux armes adverses, puis d'autres au fil du conflit. Avec le Kruger, la modernisation se fait sans retirer le système du service. À chaque apparition d'une contre-mesure russe, d'un changement de comportement de drone ou d'un nouveau profil d'engagement à installer, le système peut être mis à jour et amélioré à distance, avec moins d'efforts, de coûts et de risques. Cette approche logicielle réduit aussi fortement la dépendance à la Chine pour produire le Kruger.
La fermeté croissante de la Chine sur la fourniture de composants à l'Ukraine et son contrôle des terres rares souligne la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement militaires occidentales face à leur dépendance à la Chine. Nordic Air Defense, pour sa part, se méfie profondément d'une dépendance excessive, à la fois envers la Chine et les États-Unis, et travaille donc à construire une chaîne d'approvisionnement européenne. Selon l'analyste militaire Wes O'Donnell, ils évitent les composants chinois, achètent en Asie du Sud-Est et privilégient les fournisseurs européens pour les éléments sensibles. C'est important politiquement et pour la résilience face à un embargo ou des sanctions. Personne ne veut se retrouver à mi-chemin de la montée en puissance d'un produit pour découvrir qu'un fournisseur est empêtré dans de mauvaises relations diplomatiques. Pour l'instant, on en sait peu sur les spécifications du Kruger 100 et du Sand XR. Selon le Nordic Air Defense, le système peut engager des cibles à moyenne altitude jusqu'à 13 000 pieds, soit l'altitude de croisière d'un Garand, et bien supérieure à celle des drones vus à la première personne et à fibre optique russe. La version civile pourrait atteindre 270 km/h, dépassant ainsi le Garand 2 russe. Les drones en temps, vus à la première personne et à fibre optique, y compris les versions militaires en Ukraine, peuvent atteindre des vitesses supérieures. Les missiles, mesurant entre 75 et 12 pouces de long, sont qualifiés de mini-missiles, notamment pour leur usage en Ukraine. Selon les rapports, c'est la version XR avec ogive qui est utilisée là-bas, pas la version Sand purement cinétique. Le système a été conçu pour défendre les infrastructures civiles. En contexte civil, le Kruger 100 peut protéger aéroports, centrales nucléaires, ports, bâtiments gouvernementaux et navires, sa portabilité assurant un déploiement rapide sur divers sites. Cela est devenu de plus en plus d'actualité ces derniers temps, avec le nombre croissant d'infiltrations de drones présumés d'origine russe qui suscitent beaucoup d'inquiétudes à travers l'Europe centrale. En particulier, Nordic Air Defense a souligné la fréquence croissante des activités non autorisées de drones en Suède, y compris des tentatives de surveillance au-dessus d'infrastructures critiques et la présence de ressortissants étrangers, pilotant des drones à proximité d'installations gouvernementales. Ces exemples soulignent ce que l'entreprise identifie comme des lacunes dans la couverture de la défense aérienne de la Suède, qu'elle estime actuellement ne protéger qu'environ 5% du territoire national et des principales installations militaires, en Suède et dans les États de l'OTAN du front oriental face à la Russie. Le Kruger 100 pourrait être le maillon manquant pour renforcer rapidement les défenses anti-drones face à ces incursions de drones. Avec leur faible coût, les États baltes à budget limité pourraient protéger rapidement et efficacement unités avancées, dépôts et infrastructures critiques, sans se ruiner. De plus, comme la version Sand n'explose pas à proprement parler, le risque de victimes civiles causées par les débris de drones tombant au sol est considérablement réduit. En Ukraine et ailleurs, le Kruger s'intègre vite à une défense agile et multicouche, comprenant d'autres solutions anti-drones abordables, déjà adoptées par l'Ukraine. Cela comprend des systèmes de guerre électroniques, des mitrailleuses, des drones intercepteurs, des filets anti-drones sur les routes logistiques et les positions, et même des fusils de chasse. Aucun système n'est parfait, et le Kruger devra surmonter plusieurs défauts potentiels, pour devenir un pilier des défenses anti-drones européennes. Plus une technologie se répand, plus il est probable qu'elle finisse par tomber entre les mains de l'ennemi. Elle pourrait être rétro-conçue, contrée électroniquement ou retournée contre ses utilisateurs. Une chaîne d'approvisionnement européenne peut toujours être détournée. Des intercepteurs jetables pourraient, soi-disant, devenir des missiles en reprogrammant le chercheur et en ajoutant une ogive plus puissante. La guerre électronique et le brouillage sont également de véritables problèmes que Kruger devra surmonter. La nature logicielle du système permet aux leurres thermiques et flux falsifiés de réduire l'efficacité des interceptions. Nordic Air Defense en est conscient, d'où l'importance des mises à jour et de la fusion des capteurs dans la conception. L'acquisition automatique des cibles soulève également des questions juridiques et éthiques. Comme le dit O'Donnell, qui est responsable si l'effecteur commet seul un crime de guerre? Il n'est pas clair à ce stade quelles garanties doctrinales et humaines ont été ou seront mises en place pour garantir que le Kruger remplisse sa mission sans devenir un cauchemar dystopique façon Black Mirror. Cependant, si le Kruger s'avérait être bon marché, efficace et facilement évolutif, cela pourrait faire une différence cruciale dans la défense de l'Ukraine et constituer une étape concrète vers une autonomie européenne complète. Dans la défense anti-drone, usines, emplois et souveraineté pourraient suivre, ainsi que de meilleures protections. Vladimir Poutine en fera sûrement des cauchemars. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des dernières évolutions de la guerre des drones et de toutes les autres questions militaires importantes. Et merci, comme toujours, de regarder.